Donc en fait, ce que vous m'aviez demandé, c'était de vous parler de la forêt et surtout aujourd'hui de la question d'atténuation, comment la forêt a un rôle dans l'atténuation du changement climatique. Et en fait, moi, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un peu tous les leviers qu'a la forêt pour jouer ce rôle d'atténuation, aussi bien au niveau de l'adaptation et de l'usage d'un matériau renouvelable. Alors juste, c'est l'opportunité quand même pour vous dire deux mots sur l'ONF. Donc l'ONF, c'est l'organisme qui s'occupe de la gestion des forêts publiques. Les forêts publiques, c'est en tout 11 millions d'hectares, mais on parle souvent surtout des 4,6 millions qui sont en France, en métropole, qui représentent 25% de la forêt. Donc 75% des forêts, ce sont des forêts privées, dont vous parlera Thomas Formery après. Moi plutôt, je vais vous parler plutôt des aspects forêt publique, mais ce que je vais vous présenter, c'est un caractère très général, hein, ce n'est pas spécifique à la forêt publique. Donc simplement pour la partie ONF, on a aussi 6 et quelques millions d'hectares en gestion en Guyane. La Guyane, c'est 8 millions d'hectares avec une grande partie en réserve. Et en fait, ce sont des forêts naturelles à l'équilibre. Donc on n'a pas forcément de... On a un peu de récolte, mais très, très légère. Donc on va surtout parler aujourd'hui de la partie métropole. Ce que je voudrais juste dire, c'est que 25% de la surface, on assure 35% de bois commercialisé. En général, hein, pas forcément que du bois énergie, on ne va pas parler que de bois énergie ce matin. Et puis on assure 40% du bois d'œuvre. C'est important de comprendre que finalement, en ayant une gestion orientée vers du matériau, on arrive à avoir une quantité de bois matériaux plus importante. Ensuite, au niveau des autres services que peut assurer la gestion forestière publique, on s'occupe énormément de multifonctionnalité. Et en fait, je vous ai mis cette petite photo de la chouette là parce qu'on accueille 55% des aires protégées. Donc on a 25% du territoire et on accueille 55%. C'est plus facile de mettre des aires protégées en forêt domaniale ou en forêt communale. Et puis on s'occupe aussi de puits de carbone, on s'occupe aussi d'accueil avec plein d'habitats des tas d'espèces. Et puis on travaille aussi sur les sols et le cycle de l'eau. Alors, je vais vous parler un peu plus de la question d'atténuation et de neutralité. On en a beaucoup parlé hier déjà de la neutralité. Alors là, c'est juste une remise en contexte un peu plus politique. Parce qu'on a parlé très rapidement de la SNBC 2 hier. Donc la SNBC 2, c'est des plans quinquennaux, les stratégies nationales bas carbone. On en a eu une avant. Là, en ce moment, on est encore dans celle de 2019-2023. On voit bien que la SNBC 3 met du temps à atterrir. Mais de toute façon, la SNBC 2 avait été publiée en 2020, donc on est dans le contexte habituel. Et en fait, ces SNBC nous donnent des plans quinquennaux de baisse des émissions de gaz à effet de serre. On a eu, jusque dans les années 2015, une volonté surtout de baisser les gaz à effet de serre. On a entendu très très longtemps parler du facteur 4. Le facteur 4, c'était par rapport aux émissions de 1990 du départ de Kyoto, on disait qu'il faut baisser divisé par 4, c'est-à-dire baisser de 75%. Donc on avait une volonté d'aller à peu près à ce niveau-là. On voit bien que l'ambition a augmenté, on essaye de baisser encore plus. Et ce qui est très important dans le paysage politique, c'est qu'à partir de la COP21 de 2015, on commence à réfléchir, oui, mais jusqu'où on va baisser, qu'est-ce qu'on va pouvoir baisser? Et ce qui est apparu un peu cible dans ces aspects politiques, c'était de se dire, il faut qu'on baisse jusqu'à ce qu'on soit en capacité de compenser, c'est-à-dire voir comment s'équilibrent les émissions résiduelles par rapport aux puits potentiels. C'était vraiment l'objectif de la SNBC 2, d'amener, donc c'est en 2017 que Nicolas Hulot insuffle cette volonté de la neutralité en 2050, et en 2019, c'est repris par l'Europe dans le Green Deal. Donc on voit que la France est assez en avance quand même sur ces sujets-là. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente à chaque fois les volontés de baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais en même temps, on laisse apparaître en négatif les puits. C'est très nouveau dans le paysage quand même, on n'en parle pas depuis très très longtemps, depuis 2019 en fait. Et ça, c'est le schéma de l'objectif de la SNBC 2 pour 2050, qui est de dire on aura à peu près ça en émissions résiduelles. On voit qu'il y a beaucoup l'agriculture, hein, c'est la zone qu'on arrive le plus difficilement à réduire parce qu'on a besoin d'une souveraineté alimentaire. Et puis par contre, à droite, on se dit on aura tout ça de puits. Et alors, tout ça de puits, en noir, c'est les puits de capture un peu techniques de stockage et capture de CO2.
Et puis, en jaune, c'est les autres terres, on a parlé des prairies hier. Et puis en vert, c'est les produits bois, en vert clair, et la forêt. Donc, la SNBC2 comptait pour 2050 à 65% sur les forêts. Les forêts en tant que puits forestiers et producteurs de matériaux renouvelables. C'est colossal. Donc par rapport à ça, on a eu très récemment la publication du Haut Conseil pour le climat qui nous a fait, je trouve, un graphe très intéressant sur le bilan, c'était du CITEPA publié en 2024, de l'ensemble des émissions. Donc là, vous voyez par grand secteur, toutes les barres, là, c'est les émissions un petit peu sectorisées, on voit bien les éléments, et on voit qu'il n'y a que la forêt qui sert de puits dans les bilans CITEPA. Donc, ce qui est intéressant à voir, en fait, à ce niveau-là, c'est qu'évidemment, on commence à parler dans la stratégie nationale bas carbone, surtout de deux choses, le fait qu'on ait un puits forestier et puis qu'on ait un puits produit bois. C'est-à-dire qu'on a un stock de carbone qui évolue, qui éventuellement augmente. Et on ne parle que de ça. Mais en fait, moi, ce que je voudrais vous dire tout de suite, c'est que le bois, il intervient autrement dans notre société, puisqu'en fait, il va être aussi un outil de décarbonation de la société dont on ne parle pas trop, en fait. Il n'est pas comptabilisé à droite. On n'a jamais un tag « c'est le bois qui nous apporte ça ». Il est comptabilisé indirectement, parce qu'en fait, on a un matériau polyvalent qui va être utilisé à la place d'autres matériaux qui sont énergivores et potentiellement aussi fossiles. On a l'usage le plus connu, enfin, dans ces impacts de décarbonation, c'est tout ce qui est construction. Quand on utilise des poutres à la place de poutres d'acier, on a un énorme effet de substitution. On utilise aussi beaucoup de bois pour la menuiserie, l'emballage. Et puis, on a aussi tous les usages, parce qu'on a un matériau polyvalent qu'on utilise un peu à toutes les échelles, de macroscopique à microscopique. On a toutes les utilisations des fibres et de la cellulose. On a une utilisation chimique, vous en avez parlé hier. J'y étais pas, mais j'ai compris que vous en aviez parlé. On a beaucoup parlé d'énergie, mais c'est une grosse utilisation. Et puis, il y a un enjeu énorme de recyclage. Et je vous l'ai dit hier un peu en table ronde, il y a un énorme enjeu de ce matériau polyvalent, de l'utiliser à plusieurs phases de ses propriétés de macro à micro. Donc, par rapport à ça, à droite, je vous ai mis d'autres groupes. En fait, c'est tous les endroits où le bois diminue l'empreinte d'un secteur parce qu'on utilise du bois à la place d'un matériau énergivore. Mais ça intervient dans d'autres secteurs que le secteur qui est directement attribué au bois. Alors, par rapport, ça c'était le cadrage général, maintenant je vais en venir un peu plus à la question centrale du puits forestier pour vous faire comprendre un petit peu comment on aborde cette question du puits forestier. Parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement il y a pas mal de confusion autour de ce sujet. Donc le puits forestier, ça c'est des articles de journaux de l'année dernière, où tout d'un coup il y a eu une explosion parce qu'il y avait eu des chiffres de CITEPA qui avaient montré la carte que vous a montré Nathalie Breda, je ne l'ai pas reprise ici, où on voit les Hauts-de-France qui sont rouges, bon, le Grand Est malheureusement aussi qui est rouge, c'est plus grave. Tout d'un coup, la forêt devient émettrice de carbone. Ça a été quelque chose d'assez important à ce moment-là. Et en fait, ces articles ont laissé entendre un peu que la forêt s'effondrait. En fait, c'est le puits qui s'effondre, ce n'est pas la forêt. Alors, la forêt, elle subit le changement climatique, mais il faut qu'on comprenne ce que c'est que le puits, c'est le puits qui s'effondre. Alors le puits, ce n'est pas un trou sans fond. Et ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que le terme est très mal choisi. C'est-à-dire qu'on imagine que le puits, c'est un trou, on va jeter des pièces, il disparaît, voilà, c'est magique. Ce n'est pas du tout magique. Le puits, c'est quelque chose de très précis, et ce n'est pas du tout quelque chose qui est sans fond, qui est sans fin. Donc, on arrive à la diapo peut-être un peu technique de ce matin, qui est un peu une diapo caricaturale pour essayer de vous faire comprendre exactement ce qu'est le puits. Et ce que disait hier Yves Leroux, c'était le carbone, c'est vraiment une histoire de stock et de flux. Alors les stocks et le flux, ça se représente très bien par des baignoires qui se remplissent, qui se vident et qui se suivent. Et ici, en fait, on a les trois principales baignoires qu'on va suivre quand on parle de carbone en forêt. Donc la première, c'est l'atmosphère. Donc je le redis parce que je l'ai dit hier très rapidement, l'atmosphère, bon, c'est un grand réservoir, on peut mettre des choses.
Globalement, on a 40 gigatonnes de CO2 qui partent chaque année dans l'atmosphère, rejetées à 90% parce qu'on a fait un gros usage de fossiles. 10% c'est les déforestations. 90% de fossiles, donc 40 gigatonnes, la moitié seulement réabsorbée par la Terre, pour moitié à peu près dans les océans, pour moitié dans la forêt. Donc ça c'est au niveau mondial. L'atmosphère, j'arrive pas à le couper pour la France, j'y arrive pas bien. Mais après, on a le processus de photosynthèse qui va utiliser de la lumière gratuitement, c'est pas mal, sans utiliser de métaux difficiles à obtenir, etc., qui va utiliser l'énergie du soleil pour absorber des molécules de CO2, les transformer en chaînes carbonées longues. Il en utilise un petit peu quand même pour son métabolisme, et puis le reste, il le fixe dans le bois, dans son tronc. Et au fur et à mesure qu'il y a la croissance des arbres, il y a une augmentation de ce stock de bois en forêt, et c'est ça qui fait le stock de carbone en forêt. Donc voilà, le bleu là, ici, c'est le stock de tous les bois en forêt et des racines. Et puis, on va récolter une partie de ce bois pour le transformer en matériaux, et il y a une partie de cette récolte qu'on va envoyer dans des usages longs. Pas tout, hein. Évidemment, il y a des usages qui vont être plus courts. Et là, c'est ce qu'on appelle le puits produit bois, c'est-à-dire on a un stock de carbone dans les produits bois, et plus on met de bois dans notre environnement, alors il y a un petit peu de parquet, mais plus on met de bois dans notre environnement, plus on va permettre d'augmenter ce stock. Et le puits, c'est en fait le delta stock, c'est-à-dire que le puits forestier, c'est quand le niveau de la baignoire augmente. Le puits produit bois, c'est quand le niveau de la baignoire du produit bois augmente. Donc ça, c'est important à visualiser. 3 termes que vous entendez tout le temps au niveau de ces histoires de carbone, c'est le terme séquestration. La séquestration, c'est vraiment associé au puits forestier, c'est l'augmentation du stock de carbone en forêt. Le stockage produit bois, c'est le puits produit bois, c'est l'augmentation du stock de carbone dans les produits bois. Et la substitution, je vous en ai parlé juste avant, c'est le fait qu'on va utiliser des produits bois à la place de matériaux énergivores et qu'on va économiser des émissions ici. Donc ça, c'est les 3 leviers de la forêt pour l'atténuation de carbone. Vous me posez des questions s'il y a des choses qui ne sont pas très compréhensibles. Donc quelque part, on va revenir au puits forestier, c'est notre baignoire, et elle augmente. Elle augmente puisqu'on a un puits. Alors, tout de suite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en forêt naturelle, en Guyane par exemple, on est à l'équilibre. Le niveau de la baignoire ne bouge plus parce qu'on a une forêt naturelle. Donc en fait, la forêt naturelle, c'est l'équilibre entre la mortalité et la croissance. Alors en ce moment, par exemple, il y a pas mal de mortalité, donc on va peut-être un peu baisser, puis après, il y aura peut-être un peu plus de croissance, mais en fait, on est toujours autour de 0. En forêt, normalement gérée qui est à l'équilibre, on doit être aussi à 0. C'est-à-dire qu'on organise, c'est la gestion durable, on organise la gestion de la forêt afin d'assurer un cycle régulier et équilibré. On a toutes les classes d'âge, et quand on coupe une parcelle, on a l'ensemble des classes d'âge avant qui vont permettre de faire le renouvellement de cette parcelle qu'on récolte. Donc normalement, dans une forêt équilibrée, on est à 0, on a un puits nul. Normalement, si on a une surface fixe, à un moment, on arrive à l'équilibre. Et pourquoi aujourd'hui on a un puits ? Pourquoi on a un puits ? C'est un puits conjoncturel. C'est un puits conjoncturel qui est dû à une progression très importante de la forêt depuis 2 siècles. Donc ici, c'est un graphe qui nous est produit par des historiens qui nous font une fresque sur 15 000 ans et qui nous retrace l'histoire des forêts et des hommes. Donc vous avez en gris les courbes de nombre d'habitants dans l'Hexagone. Et vous avez en vert la courbe des surfaces forestières dans l'Hexagone. Et en fait, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où on a une certaine population, à peu près à moins 6 000, jusqu'à 1850, on a 2 courbes qui sont complètement en corrélation négative, directe. Pourquoi ? Parce que plus on a de population, plus il faut la nourrir. Et on va la nourrir en allant coloniser tout doucement des surfaces alimentaires sur la forêt. Donc on a une réduction de la surface forestière jusqu'en 1850. En 1850, c'est l'ère industrielle qui arrive, et on en a parlé hier, hein, on a les fertilisants qui arrivent, qui vont permettre une meilleure efficacité des surfaces agricoles, puis on a aussi la mécanisation. Donc, à ce moment-là, à partir de 1850, les 2 courbes progressent, mais de manière parallèle en fait.
Et donc on a une recolonisation par la forêt de la surface française. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ici, on a, alors vous ne le voyez peut-être pas bien, vous aurez le PDF après, on a ici l'arrivée du Fonds forestier national, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et on voit qu'il y a une inflexion, il y a une accélération de ces surfaces. Donc ça conduit à quoi? Ça conduit que, depuis 1850, on a eu un doublement de la surface forestière. On voit qu'on était à peu près à la moitié par rapport à aujourd'hui, et on a un triplement du volume. Parce qu'en même temps qu'on augmente la surface, on fait une gestion beaucoup plus orientée vers des arbres de futaie, des grands arbres de futaie, typiquement Colbert et Tronchet. Et donc on a un volume sur pied qui augmente. Le volume entre 1850 et aujourd'hui, sur les surfaces qui étaient déjà forestières en 1850, il a été multiplié par 5. Donc on voit que le puits, finalement, c'est l'ensemble de cette courbe, de cette progression, aussi bien en surface qu'en volume, qui dit que finalement, voilà, c'était une force énorme. Alors, juste à ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, et c'est vraiment le deuxième message que je voudrais vous faire comprendre là, c'est qu'en fait, pourquoi on a encore un puits finalement très puissant, c'est parce qu'on a le temps long forestier. Là, je vous ai mis des petites flèches qui nous indiquent finalement la date de naissance des arbres qu'on récolte aujourd'hui. Quand on est sur du chêne, et par exemple les chênes de Notre-Dame, le début de ces chênes qui avaient de l'ordre de 200 ans, voire plus, c'est vraiment 1850. Bon, les Douglas, les pins, c'est des arbres qui vont plus vite, qu'on a peut-être plutôt eu au siècle dernier, mais c'est pour vous montrer que finalement, quand on a le début d'un cycle forestier, on a une influence comme ça sur plusieurs dizaines d'années. Alors, après, par rapport à la chute de 50% du puits forestier, qui a fait les gorges chaudes des journaux l'année dernière. Là, c'est un graphe du Secrétariat général à la planification écologique qui en analyse les tenants-aboutissants. Donc on est en négatif. Tout à l'heure, on voyait dans le graphe de la SNBC, on est en négatif quand on parle de puits. On est en négatif, on est environ à moins 60 millions de tonnes de CO2 dans les années 2010. On passe dans les années 2020 à moins 30 environ. Voilà, les ordres de grandeur. Et là, c'est toutes les raisons. Et en fait, moi, je veux m'arrêter sur deux raisons. La plus importante, ça fait 46% de la baisse, c'est la hausse de la mortalité. La mortalité, en 10 ans, elle a progressé de 77%. C'est l'IGN qui nous mesure ça. Donc c'est colossal. On a eu 72 000 hectares qui sont partis en fumée au moment des incendies de 2022, et on a plus de 600 000 hectares qui, en 5 ans, ont été fortement dépérissants par rapport aux scolites, par rapport aux sécheresses, par rapport à tout ce que nous a raconté Nathalie Breda hier. Donc on voit que c'est un impact énorme. Quand on perd une surface, on perd l'ensemble de la biomasse qu'il y a sur cette surface. Donc on fait un choc sur notre stock, un choc sur notre baignoire. Je voudrais vous parler aussi de ça. C'est le deuxième boucle. C'est 43% de la chute. C'est dû à une baisse de croissance. La baisse de croissance telle qu'elle est mesurée par l'IGN, c'est moins 4%. À moins 4%, c'est quand même pas beaucoup. On se dit, oh, chipote, hein, pénible. Là. Moins 4%, c'est vraiment pas beaucoup. On a beaucoup augmenté. On a vu hier avec Nathalie que l'augmentation de la croissance était très forte au siècle dernier. Ouais, ben là, maintenant, c'est le pendant inverse. On a beaucoup de sécheresse. Moins 4%. Et moins 4%, c'est 43% de l'explication de la chute du puits. Et ça, c'est plus inquiétant. Parce que ça veut dire qu'on est rattrapé par des aspects de sécheresse et de difficultés pour les arbres à se maintenir. Ça veut dire qu'on a une baisse de croissance partout sur la forêt. Et notre directeur technique, il parle de tempête silencieuse. C'est-à-dire que ce n'est pas Lothar Martin d'un coup, ça ne se voit pas dans le paysage, ça ne se voit pas. Les incendies, ça se voit, mais ça ne se voit pas. Mais ça a un effet quand même assez marquant sur la forêt. Alors, dernière diapo pour ces passages-là, c'est pour vous présenter le graphe du CITEPA. Donc le CITEPA, c'est l'organisme qui publie pour la France le bilan des gaz à effet de serre par secteur et qui fait le travail pour le secteur forestier en utilisant des données de l'inventaire forestier national. Et donc on est toujours en négatif et on voit depuis 1990 jusqu'à 2024, c'est la dernière publication qu'ils ont faite, l'évolution du puits forestier dans le secteur des terres au cours du temps. Et alors moi ce que je voulais vous montrer, c'est que effectivement de 2010 à aujourd'hui, on a perdu 50%. Ok.
Mais finalement, quand on a eu le choc de Lothar-Martin, on avait un choc largement du même ordre de grandeur. Personne n'en a parlé, on ne l'a pas raisonné en carbone. On l'a raisonné en difficulté pour la filière, on ne l'a pas raisonné en carbone. Donc ce n'est pas le seul critère, de toute façon, le carbone, on est d'accord. Alors, maintenant, je vais vous parler peut-être un peu plus par rapport à ce contexte de difficulté, comment on raisonne la forêt et comment on raisonne pour le carbone aussi. Mais ce n'est pas le critère carbone hein, qui est forcément le critère décisif, mais en tout cas, comment il arrive dans le paysage. Alors, deux premières stratégies sur la préservation. Ces deux premières stratégies, c'est des stratégies que je qualifie sans regret. C'est-à-dire que pour le carbone, il n'y a pas d'état d'âme. Hier, je vous ai dit qu'on était souvent dans des injonctions contradictoires. On va le voir après. Mais là, sur la préservation, on n'a aucune difficulté à comprendre qu'il va falloir préserver. C'est-à-dire que si on est en capacité de préserver notre forêt contre les incendies, ce sera toujours ça qui ne partira pas comme carbone dans l'atmosphère. Ça, c'est le premier enjeu. Et on voit ici les cartes de projection du risque incendie qui est aujourd'hui en 90 très fortement dans la zone méditerranéenne et qui, suivant les scénarios du GIEC, et pour les plus pessimistes, on voit que ça devient aussi grave dans l'ouest de la France que dans le sud, mais avec aussi des zones oranges là, qui sont quand même pas très cool. En 2022, on a eu la forêt de Brocéliande qui a été incendiée, des forêts dans les Vosges. On voit bien que le risque prend une proportion énorme sur des zones qui sont beaucoup plus forestières. Donc en fait, quand ça brûle, ça a encore plus d'effet que en Méditerranée. Donc il y a un énorme travail de baisse de l'exposition au risque et de maîtrise de ces incendies. Donc là, c'est tout un travail de défense contre les incendies qui a été confié à l'ONF et qui prend de la puissance ces dernières années. Le deuxième gros axe de préservation, on en a un peu parlé hier aussi, plutôt pour la partie agriculture, c'est la préservation des sols. Alors, en fait, les sols on a pris en tout cas une conscience de l'énorme importance des sols encore plus fortement. Alors, on avait toujours, les forestiers, ils ont toujours été très attachés aux sols forestiers, aux stations, au contexte pédoclimatique. Mais on va dire qu'en tout cas, la préservation de ces sols a pris énormément d'importance dès la tempête de 99. En 99, on a plein d'arbres par terre. On a à l'arrivée de grosses abatteuses qui viennent en France pour essayer de ramasser comme on peut le plus vite le matériau pour ne pas le perdre. Et à ce moment-là, en fait, on se rend compte que sur nos sols plus fragiles, qui n'étaient pas aussi gelés que dans les forêts du Nord, on avait des difficultés de maintien de la qualité du sol, on avait des ornières, on avait du tassement. Et donc à ce moment-là, il y a une prise de conscience très forte et il y a toute une démarche de préservation de ces sols et de mise, de préconisation pour éviter de faire des dégâts dans les forêts. Typiquement, on devait voir un chantier cet après-midi, on ne le verra pas parce que les machines ne vont pas en forêt quand il pleut comme ça. Deuxièmement, c'est à droite, avec l'arrivée du bois énergie, est arrivée aussi des récoltes plus complètes d'arbres entiers. Et en fait, en forêt, on avait plutôt l'habitude de récolter les grumes et les branches, jusqu'à une découpe qu'on appelle bois fort de 7 cm. Et le reste, ça restait en forêt, on appelait ça des rémanents. Et à un moment, en fait, ces rémanents, c'est ce qu'on appelle, qui étaient vus par des secteurs extérieurs, on dit des déchets. Pour nous, c'est important dans le cycle de la forêt. À un moment, on a commencé à avoir des exploitations qui enlevaient l'ensemble des arbres avec toutes les branches dans les exploitations de bois énergie. Et donc, il y a eu tout un travail avec les chercheurs, avec les organismes techniques, avec les gestionnaires, pour dire ce qui était sensible pour les sols ou pas. Donc, on suit maintenant des préconisations qui ont été publiées par l'ADEME, et puis Jean-Baptiste nous en parlera après, pour faire attention à maintenir la qualité en fertilité de nos sols. Et puis, le dernier point, alors les sols, ils contiennent énormément de carbone. Il y a autant de carbone dans les sols forestiers, voire plus que dans la biomasse aérienne. Alors, on dit autant quand on prend entre 0 et 30 cm, parce que c'est ça qui est mesuré. En fait, il y en a encore plus quand on va jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et en fait, on est aujourd'hui dans un contexte souvent de récolte de crise, et on essaye de border en fait, ces récoltes de crise pour être sûr que même si c'est urgent, même s'il y a une espèce de panique à aller récolter les bois de crise, on soit en capacité de préserver nos sols. Voilà pour les aspects préservation. Alors maintenant, je vais vous parler d'adaptation. On en a un peu entendu parler hier avec Nathalie Breda. Alors, adaptation, à gauche, comprendre l'enjeu.
Je vous ai parlé du temps long forestier sur la petite graphe historique tout à l'heure. Je vous ai montré la longueur des cycles forestiers. C'est exactement la même information, les mêmes temps, sauf que je vous le présente en projection sur un graphe du GIEC qui nous donne l'augmentation de température suivant différents scénarios du GIEC. Donc là, vous avez l'augmentation de température par rapport à la référence pré-industrielle. Et puis ici, vous avez les scénarios très optimistes, un petit peu optimistes, et puis plus, on va dire, sans doute plus réalistes. Donc pour l'instant, on va être à peu près à ce niveau-là, dans les tendances. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des augmentations de température colossales. Et en fait, les arbres, on a pris 1,5 degré en France. Là, c'est pour le niveau mondial, ces augmentations de température. Donc là, pour l'instant, c'est 1 degré. Et on voit déjà qu'1 degré, c'est dans le paysage énorme sur la santé des forêts. Donc on se dit que par là, on va avoir pris 2 degrés, 2-3 degrés. Ça va être violent. Et donc, quand aujourd'hui, on renouvelle nos peuplements, on se dit, mais attends, le chêne, est-ce qu'il va tenir jusqu'à... est-ce que ça va résister? C'est une vraie question. Et donc, on essaye de faire des projections de vulnérabilité, des projections, en fait, d'aires de compatibilité. C'est-à-dire qu'on regarde sur pas beaucoup de critères. On regarde des critères climatiques, on regarde les critères de température moyenne. Bon, c'est pareil que la température maximale, c'est pas très différent, donc c'est pas... Et on regarde surtout des indices de sécheresse. Et on regarde au niveau de l'ensemble des inventaires forestiers européens comment se comportent toutes les essences qu'on a et finalement comment elles sont distribuées. Et on s'aperçoit que chaque essence a ses marges de sécheresse et ses marges de température. Et donc on projette ces marges avec les scénarios climatiques du GIEC. On a des modèles qui nous disent en 2050, en 2100, vous aurez telle température, on calcule les bilans hydriques et on se dit oulala. Et là, en fait, quand on fait ce travail-là, en projetant avec différents niveaux de degrés, en vert, c'est au-delà de 5 degrés, en vert clair, c'est plus 5 degrés, en jaune, c'est plus 4 degrés. Plus 4 degrés, c'est le PNAC pour 2100. Eh bien, en fait, à droite, c'est les proportions de surface par rapport à la ressource actuelle pour les principales essences sur la compatibilité de leur air avec ces degrés supplémentaires. Donc si on regarde par exemple le PNAC à plus 4 degrés, on est sur le jaune, on se rend compte que quand même on va avoir une énorme quantité d'essences qui vont être en très grand inconfort climatique. On estime à peu près à 30% de nos surfaces aujourd'hui qui seront en grand inconfort climatique en 2050 et à 50% en 2100. Donc c'est énorme. Parce que quand on voit le temps forestier, ça veut dire que par exemple 50%, il faut espérer qu'on soit au début du cycle où on peut faire quelque chose, quand les arbres sont petits, on peut venir enrichir, ou on peut venir changer d'essence, ou on peut espérer qu'on soit en fin du cycle, parce qu'on peut accélérer la récolte, mais quand on est au milieu du gué, on subit et on ne peut pas faire grand-chose. Alors par rapport à ça, je vais vous présenter surtout un projet que je trouve assez emblématique qui nous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire en adaptation. C'est le projet Giono, qui a été piloté par une de mes collègues en recherche, développement, innovation, qui travaille sur la génétique des arbres avec l'INRAE, et qui a, en utilisant le modèle que j'ai présenté de compatibilité climatique juste avant, donc on a aujourd'hui ici la carte de compatibilité climatique du chêne sessile, où on voit que c'est surtout dans les massifs un peu montagneux qu'il a un peu de mal, plutôt pour des histoires de température minimale. Et là, en fait, c'est la compatibilité climatique qu'il aura en 2070 avec un scénario moyen de RCP 8.5. C'est pas très, très optimiste. Et donc, par rapport à ça, on a eu un projet qui s'est dit il faut accélérer la migration de nos arbres. Les arbres, ils migrent naturellement. On a des tas d'études qui nous montrent la progression en distance. Mais en fait, le changement climatique va 10 fois trop vite pour eux. Donc, si on ne fait pas quelque chose, ils ne vont pas s'en sortir tout seuls. On est obligé de les aider. Et donc, l'idée, ça a été de ce projet Giono. Alors, les ayants droit de Giono ont accepté que l'ONF utilise ce nom. Je pense que c'est symbolique. Et en fait, ce projet, ça a été de récolter des graines dans des aires très sèches et chaudes où on a des peuplements relicats. Alors, on a fait ça sur le chêne, le hêtre et le sapin. Donc, dans le sud et le sud-ouest, on est allé chercher des peuplements qui avaient, depuis des dizaines d'années, vécu des conditions très chaudes et très sèches.
On est allé chercher ces graines, on les a mises en pépinière, là on voit tout en haut à droite, et après on est allé les replanter en enrichissement dans des peuplements du cœur de l'aire de ces essences. Ici on est à Verdun pour le chêne, on est à Verdun aussi pour le hêtre, on est dans le Doubs pour le sapin. Et donc ce projet c'est de la migration assistée sur des essences en place. On va chercher les provenances les plus résistantes du sud pour les remonter dans le nord. Mais après, on a des gradients, c'est-à-dire qu'après, on va aller chercher d'autres variétés d'un même groupe, d'un même genre. Par exemple, on va aller mettre du chêne pubescent dans du chêne sessile, parce que le chêne pubescent a une meilleure résistance, une meilleure résilience. Et puis après, on va carrément chercher des essences à l'extérieur. On va chercher des essences qui viennent de Turquie ou d'Afrique du Nord. Et globalement, on a comme ça tout un panel de solutions. Et par rapport à ça, l'idée, c'est de diversifier nos solutions. Donc, on fait un peu de l'ensemble. Et puis... Génie génétique, éventuellement ? Alors, on ne fait pas de génie génétique, non. Non, on ne fait pas de génie génétique. Il y a déjà tellement à faire. Voilà, pas à notre niveau. L'INRAE travaille dessus, mais nous, on est plutôt dans la conservation. Le projet Giono, d'ailleurs, c'est intéressant comme question, parce que le projet Giono, quand on l'a démarré, ça fait déjà quand même pas mal d'années, on ne l'a pas démarré pour aider les peuplements de Verdun à mieux résister. Ce n'était pas notre objectif. On l'a démarré parce qu'on a voulu sauver la ressource génétique de Vachères, parce qu'on s'est dit, cette ressource, on sait que ça va clamser, c'est sûr. On ne sait pas si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais on sait que ça va disparaître. Et on s'est dit, comment on conserve une ressource génétique ? Et la ressource génétique, on la conserve en la faisant vivre. Donc, c'était cet objectif, en fait. Donc ça, le dernier levier qu'on a, j'en ai beaucoup parlé en introduction, c'est qu'en fait, le forestier va travailler aussi dans l'orientation de la croissance des forêts, plutôt vers une orientation bois d'œuvre, bois matériaux. C'est-à-dire que le Graal, ce que je disais hier, le Graal du forestier, c'est de faire des belles grumes très hautes. Hein. C'est les arbres de futaie de Tronchet, c'est les beaux fûts de sapins ou d'épicéas qu'on a dans le Jura. Enfin, voilà, on veut faire des belles grumes. Et pour faire ça, en fait, on a tout ce qu'on appelle le travail sylvicole, où on va mener nos peuplements de la régénération à la récolte finale, en ayant des actions un petit peu différenciées tout le long de la vie du peuplement. Et l'idée qu'on a, c'est de maximiser l'usage matériaux dans ce cycle-là. Donc là, ici, on va viser de très belles grumes de qualité, sans défaut, sans trop de branches, sans trop de... Voilà, pour faire du bois de mérin, pour faire du bois de charpente. Et puis, tout le long du cycle, on va avoir d'autres produits pour réaliser l'obtention de ces grumes. Donc, en particulier, alors j'ai mis en rouge, parce que, en lien avec ce que va présenter Jean-Baptiste après, les deux zones où on utilise énormément de bois énergie pour réaliser notre sylviculture, c'est surtout au début de la vie du peuplement, parce que comme les champs de carottes qui sont trop serrés, on est obligé d'en enlever certaines pour avoir des choses de plus grande qualité après. Et donc là, on fait ça avec du bois énergie. Et on en a besoin, c'est-à-dire que si on n'a pas ce geste-là, on n'a pas les moyens de faire ces travaux-là. Après, là, on fait plutôt du bois industrie, et puis on commence à faire un peu de bois d'œuvre, en période intermédiaire. Et puis là, on fait du bois d'œuvre, mais on récupère tout le bois énergie des houppiers et des surbis. Alors, ouais, il y a quelques photos, j'aurais dû en mettre plus si vous ne voyez pas la forêt après. Et puis, je voudrais terminer ma présentation en vous parlant de prospective. Parce qu'en fait, voilà, on a les éléments, on a mis les éléments en place pour commencer à discuter et à réfléchir à ce qu'on peut faire demain. Alors nous, on n'a pas d'état d'âme, on travaille principalement à l'adaptation. C'est le premier travail qui a été lancé à l'ONF, bien avant de réfléchir au carbone et à l'atténuation. Mais néanmoins, depuis 2022-2023, on essaye aussi de voir quelle action on peut avoir par rapport à l'atténuation. Et on a participé aux deux études qui sont sorties cette année, enfin une qui est sortie en fin d'année dernière et puis une qui est sortie en début de cette année. Il y a une étude IGN-FCBA qui fait une projection de la ressource et du puits forestier et du puits produit bois à 2050-2080. Et puis une étude carbone 4 qui vient en appui à cette étude et qui fouille un peu plus toute la partie filière et action sur le puits produit bois. Donc le graphe derrière, c'est ce qu'on appelle un schéma de filière. Je vais présenter là maintenant. Alors, ce n'est pas pour le regarder en détail. Il y a le lien, vous pourrez aller le voir. Je vous donnerai le PDF et il y a le lien à la fin. C'est juste pour vous dire que ça, c'est l'ensemble des flux physiques du bois quand il part dans la filière. Donc, en fait, juste les grandes masses. Ici, on a du bois d'œuvre
feuillus ou résineux. Là, on a du bois industrie et là, on a du bois énergie. On a les secteurs de la construction, le secteur de l'emballage, les panneaux, les papiers cartons et l'énergie consommée par la filière par exemple pour sécher ces sillages et puis après les usages énergétiques. Donc c'est pour vous donner les grandes masses parce qu'en fait, c'est des flèches qui sont à la taille proportionnée des flux physiques. Alors là, ce qui est intéressant, c'est aussi que ça cible très spécifiquement, enfin, on a toutes les informations détaillées des imports-exports et des flux de fin de vie. Alors, deux zooms, parce que c'est important de comprendre ça dans l'ensemble de la filière, et c'est très particulier à la France, c'est-à-dire qu'en Europe, on n'a pas ça du tout. Les pays européens, on est le 4e pays en termes de surface, on est le 3e pays en termes de volume sur pied, mais on est le 1er pays qui a autant de feuillus. On a la Roumanie, mais c'est un plus petit pays, mais en fait, c'est les 2 pays qui ont autant de ressources feuillues en Europe. On est vraiment très atypique dans le paysage. Et quand on regarde ce qui se passe dans la partie bois d'œuvre, en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est qu'on a un complet décalage entre la ressource, donc en haut, on a les surfaces, et en bas, on a les usages les plus aboutis de sillage. En orange, vous avez les résineux, en vert, vous avez les feuillus. Et globalement, on passe... Alors là, il y a une partie où c'est des mélanges. On passe, quand je dis mélange, de toute façon, on a toujours du mélange, mais c'est vraiment quand c'est des mélanges plus intimes, feuillus résineux. Et en fait, on passe d'environ 20% de surface de résineux, fortement résineux, à peu près 20% de sillage feuillu. Enfin, comment dire, on a une valorisation des résineux comme ça et une valorisation des feuillus comme ça. Donc ça, c'est le premier enjeu qu'il faut comprendre en France, c'est qu'aujourd'hui, on valorise énormément le résineux et on est vraiment beaucoup plus en difficulté à valoriser le bois d'œuvre feuillu. Et il y a vraiment des enjeux à mettre plus de matériaux bois feuillus dans notre environnement. Et puis le deuxième focus que je veux faire sur ce schéma de filière, c'est à la fin la partie bois énergie. Alors bois énergie, vous avez 2 flèches principales qui viennent de la forêt. Vous avez la flèche qui est ici le bois commercialisé, c'est-à-dire le bois typiquement qu'ONFE va aller récolter en forêt pour aller fournir des chaudières. Et ici, vous avez la flèche, ce qu'on appelle bois autoconsommé. C'est-à-dire peut-être certains d'entre vous font de la fouage ou font de la récolte de bûches en forêt pour le mettre dans leur cheminée. En tout cas, il y a une activité en France assez importante là-dessus, dans tous les milieux ruraux. Et en fait, là, c'est le graphe de l'ensemble, c'est en volume, de l'ensemble des récoltes de bois énergie. En foncé, c'est tout ce qui est non commercialisé, et en jaune, c'est le commercialisé. Et en fait, ce qui est important à visualiser, c'est qu'on a une forte progression à partir des années 2005 de la récolte de bois énergie commercialisé. Donc tout d'un coup, on a dit oui, c'est dingue, on va complètement couper la forêt, etc. Mais en regard de ça, on avait une forte déprise de la récolte de fouage, de la récolte non commercialisée par les particuliers en forêt. Donc il y avait une compensation, c'est-à-dire en total, on a plutôt baissé la récolte de bois énergie en forêt. Alors ce qui est important à voir, c'est qu'aujourd'hui, on arrive un peu au bout du bout, c'est-à-dire qu'on a, alors on ne voit pas encore là-dessus, mais on a quand même aujourd'hui sans doute une volonté dans certaines zones de maintenir la fouage, parce que c'est aussi un moyen dans des milieux ruraux fragilisés d'avoir un apport d'énergie moins cher en fait. Donc ça c'est, voilà. Donc maintenant les études. Donc par rapport un peu à cette présentation de la filière, après on reprend l'approche du carbone sur l'ensemble de la filière et on va revenir sur la partie forestière. Donc ici, c'est juste une analyse rétrospective que l'IGN nous apporte dans leur étude où en fait ils mettent la part un peu des différents puits. Et donc on a la partie, alors 2010-2015, la partie puits forestier. Là, on a la partie sol qui n'est pas comptabilisée aujourd'hui. On n'a pas besoin de rendre compte de notre captage de carbone dans le sol au niveau européen, mais ça va venir, ça ne va pas tarder. Mais donc, il est estimé, bon voilà, il est quand même conséquent. Ici, on a la partie stockage produit bois. Alors, si vous vous souvenez du graphe SNBC2, on avait la partie vert pâle là, qui était conséquente. Là, on voit que c'est quand même pas énorme, quoi. Il va peut-être pas falloir trop tirer là-dessus. Et par contre, on a 2 blocs qui sont très intéressants. C'est les estimations d'économie de carbone indirecte qu'on fait par la substitution.
Donc on a en bleu pâle parce qu'on utilise du bois à la place de l'énergie, et en bleu foncé parce qu'on utilise du bois à la place d'un matériau plus énergivore. Et donc là, ça montre quand même un paquet très conséquent de l'effet du produit bois sur le bilan carbone. Ça, c'était en 2010-2015, ça c'est en 2015-2019. Donc on voit bien l'effondrement du puits forestier et l'arrivée ici, par rapport aux mortalités très importantes, d'un stock tampon qui est le stock carbone dans le bois mort. Alors après, les projections. Donc l'IGN a fait des projections jusqu'en 2050, prolongées en 2080, de plusieurs scénarios, 36 scénarios de simulation de la ressource, en croisant 3 scénarios climatiques, 6 scénarios de récolte et 2 scénarios de reconstitution. Donc la reconstitution, c'est par rapport au plan de renouvellement forestier aujourd'hui, le planter 1 milliard d'arbres, là, c'est savoir si on le fait très vite ou pas très vite. Donc il y a un scénario R1 où on se dit on va le faire très vite jusqu'en 2030, puis un scénario R2 où on va être un peu plus limité dans les moyens et on va le faire peut-être un peu plus sur le long terme. Moi, je voudrais juste vous présenter déjà le résultat en récolte, comme aujourd'hui, des 3 scénarios climatiques. Parce que ce qu'il faut retenir de cette étude, le premier résultat, c'est que c'est l'effet des hypothèses climatiques qui est le marqueur principal du résultat. C'est-à-dire que ça, si on le subit, on ne va pas le choisir. Donc, dans les 3 scénarios climatiques, il y a un scénario, de toute façon, où on voit qu'il y a une augmentation de la mortalité tendancielle, ça qui poursuive dans le temps. On voit que la courbe, elle continue à augmenter. Donc, l'augmentation de mortalité qu'on a observée avant, on la poursuit. On a la baisse de croissance en parallèle qu'ils ont pris en compte aussi. Mais en fait, le premier scénario, on se dit, la crise très forte des scolites et des mortalités très fortes, elle va passer. C'est-à-dire, après 2025, on va revenir à une mortalité tendancielle, mais pas plus. C'est un peu optimiste. Là, le deuxième scénario, on se dit, on va se prendre une crise, on va souffler 5 minutes, puis on va s'en reprendre une derrière, en 2040. Et puis là, alors 2040, ça pourrait être 2030, hein, c'est pas d'importance, c'est juste pour dire qu'on va prendre des coups dans la figure successifs. Et puis le troisième scénario, c'est on se prend les crises en permanence. Et en fait, ça vous montre derrière le même bilan que je vous ai montré pour aujourd'hui, comment ça se projette en moyenne sur 2020-2050, où on voit que finalement l'effet est majeur sur la partie forêt. On a une très forte augmentation du stock de carbone dans les produits bois morts, enfin dans les bois morts. On a une faible évolution de la zone stockage produits bois. C'est normal, on n'a pas d'évolution parce qu'on a une même récolte, la récolte ne bouge pas. Et puis on voit par contre que les blocs substitution et énergie et matériaux restent assez stables et jouent finalement de manière assez marquée. Si on a une forte inflexion du climat, c'est quelque chose qu'il va falloir absolument activer pour maintenir un rôle de la forêt dans la partie atténuation. Alors après, j'en viens plutôt au travail de Carbone 4. Alors Carbone 4 a surtout travaillé sur le schéma de filière des flux physiques que je vous ai montré avant, de manière très détaillée, en interaction proche avec tous les secteurs de la filière bois. Et puis a fait aussi une étude prospective de demande, en analysant 2 scénarios de demande. Un scénario qu'ils ont qualifié de pro-techno. Alors ça, c'est un scénario qui va vous plaire, c'est à fond le nucléaire, c'est à fond toutes les solutions technologiques, beaucoup de biocarburants, enfin voilà, on a toutes les solutions techno qui sont accélérées par des financements et on les avance plus vite au maximum. Et puis un autre scénario, c'est le scénario sobriété. Là, on arrête de manger de la viande, enfin voilà, je caricature. Pour ceux qui ont lu les analyses de l'ADEME 2050, on est plutôt dans le scénario ici S3 de l'ADEME et plutôt dans le scénario S2 de l'ADEME. Sachant que les scénarios S1 et S4 sont quand même un peu, on va dire, illusoires. Enfin, ceux-là aussi, hein, mais c'est des scénarios. Bon, alors, chaque secteur est analysé, et pour chaque secteur, on regarde l'augmentation de besoins en bois d'œuvre, en bois industrie, etc. Et là, on regarde, donc c'est les scénarios de l'ADEME pour l'énergie, hein, il n'y a pas eu d'analyse spécifique pour l'énergie, et alors sans doute avec des secteurs qui ont peut-être un peu été sous-estimés, je pense au biogaz et au biocar, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est des scénarios où il y avait vraiment bien indiqué les demandes, j'ai marqué là, plus 21 millions de mètres cubes pour les biocarburants, et en fait, dès ce moment-là, le choix a été fait dans cette étude de ne pas considérer le besoin de se dire, on le fait, on n'essaye pas d'être en capacité de fournir des millions de mètres cubes pour les biocarburants, parce que 21 millions de mètres cubes
par rapport à 20 millions de mètres cubes qu'on récolte pour le bois d'œuvre, c'est tout juste délirant. Donc c'est pas possible de rajouter une filière de cette violence dans le paysage. Donc après, ce qu'a fait Carbone 4, ça a été d'essayer de boucler. Boucler en essayant de rétablir la balance commerciale exportation-importation, en essayant de privilégier une souveraineté matériaux pour la France, et en fait, en faisant trois hypothèses, plus l'hypothèse de pas de biocarburant, mais trois hypothèses incroyablement fortes. Chacun dans son secteur dit non, mais c'est n'importe quoi, il délire, c'est pas possible. C'est de dire, ok, on fait plus 10 millions de mètres cubes de récolte en France, on passe de 53 à 63. Donc l'ONF dit, pour notre part, nous, c'est pas possible. Mais bon, voilà, peu importe, ils font une prospective comme ça, avec un travail très fort sur, on récolte le maximum de bois de crise. Parce qu'on va avoir plus de bois de crise, il faut qu'on soit en capacité d'intervenir très rapidement à récolter ces bois de crise et les valoriser. C'est un enjeu énorme. Au niveau de la valorisation bois d'œuvre, une volonté énorme d'orienter beaucoup plus tout ce qu'on peut récolter en bois d'œuvre feuillu vers un usage matériau. Donc rétablir un peu l'équilibre qu'on a dans le graphe que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis la dernière hypothèse très forte, c'est être beaucoup plus efficace dans la gestion de nos déchets et la valorisation de nos déchets. Bon, sachant que la troisième hypothèse, finalement, l'ADEME nous dit non, mais même pas en rêve. C'est des chiffres trop énormes, donc on voit que c'est très difficile. Et en fait, ça c'est à nouveau un graphe de l'hygiène, mais qui illustre un petit peu le résultat. Du plus 10 millions de mètres cubes de récolte, en fait, l'impact direct par rapport, alors on est en scénario intermédiaire de climat, qui nous paraît le plus réaliste avec des crises successives. Donc on a le même graphe que tout à l'heure, le graphe médian du scénario C2, là, intermédiaire, et on voit que l'effet de récolter plus, c'est mathématique en fait, c'est dans un court terme, là on est 2020-2050, c'est du court terme pour la forêt, et on baisse énormément le puits forestier en forêt. Alors il continue à augmenter, on est encore en négatif. Il continue à augmenter, on n'émet pas du carbone, mais il est un puits beaucoup moins fort. On a un puits tampon, on va appeler tampon parce qu'il ne va pas durer longtemps. Et puis on a augmenté un petit peu avec un usage plus important de bois matériaux, on a un peu augmenté le produit bois, le puits produit bois, et on voit qu'on augmente assez conséquemment les substitutions. Alors ce qui est intéressant quand même, je ne l'ai pas dit avant, c'est que la substitution, à chaque fois qu'on utilise du bois à la place de l'acier ou machin, c'est cumulatif et définitif. C'est-à-dire qu'on a laissé le matériau fossile, on a utilisé du bois, et c'est cumulatif, on l'a laissé. Voilà, il reste... et ça, c'est important aussi, parce que quelque part, tout ce qu'on fait aussi en termes de puits produits bois ou de puits forestiers, on augmente le stock, mais ce stock, il est éventuellement exposé à des risques. Donc, juste pour conclure, j'ai été certainement beaucoup trop longue, mais j'espère que vous aurez quand même suivi tout le long. J'ai essayé de vous faire apprécier différents éléments pour comprendre en fait ces questions autour du puits forestier, avec pour moi un point très très important, c'est de comprendre le temps long. Par rapport à l'agriculture, en fait, on est dans une difficulté majeure à gérer ce temps long avec certaines parties de peuplement qui sont au milieu du gué. Donc voilà, on est dans cette gestion-là. On travaille principalement à limiter la vulnérabilité et accélérer l'adaptation. C'est vraiment les deux leviers principaux sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et puis derrière, après, pour la partie atténuation, on essaie vraiment de voir quelle est notre action sur la partie orientation matériaux bois et comment ça peut donner un avantage carbone après dans l'usage du matériau. Donc en tout cas, en conclusion, c'est vrai que ce que je le dis tout le temps, la forêt, c'est pas un puits magique, on a fait une tribune dans le monde pour le dire, et on a vraiment besoin d'articuler les usages, c'est pas seulement les hiérarchiser, mais vraiment les articuler voilà. Et puis le dernier truc aussi, c'est de dire que ces récoltes, même si on fait plus 10 millions, enfin on fera peut-être plus 3 millions, plus 4 millions, c'est important de le raisonner dans une gestion durable, c'est-à-dire on peut le faire si on a raisonné que derrière, on va adapter ou rendre nos forêts plus résilientes. Voilà. Et puis je l'ai dit plusieurs fois, mais le carbone, ce n'est pas notre seul axe de réflexion. Voilà.